Alors du coup, bah Brian, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très gentil. J'ai tenu à t'inviter car avant de me rendre au château, bah, en fait j'ai visionné un petit peu tes deux documentaires, enfin moi j'appelle ça des documentaires, toi t'appelles ça plus une restitution, qui présente du coup tes recherches sur ce lieu. Bah déjà j'ai trouvé ton travail qui était excellent, enfin d'un point de vue, de mon point de vue à moi, je l'ai trouvé excellent. Parce qu'il m'a permis de faire la part des choses sur beaucoup de trucs, hein, entre la réalité historique et les légendes qui entourent un petit peu le château. Et avant d'entamer donc une enquête paranormale, pour moi, c'est toujours important et même essentiel de s'appuyer sur des éléments un peu factuels et documentés. Donc c'est pour ça que avoir un petit peu tes deux documentaires, restitutions en appui, ça a été une grande aide pour nous avant d'attaquer l'enquête comme il se doit, quoi. Donc du coup, bah écoute, je tenais aussi à échanger avec toi, plutôt que de refaire, comme je t'ai expliqué en off, une énième interview de Jérémy Mainzer, dont on connaît déjà bah, les grandes lignes du discours par cœur, quoi, on peut dire ça comme ça. J'avais envie d'aborder un peu Vos sous un autre angle et d'avoir un petit peu ton regard sur les mystères du château, que ce soit des légendes ou des mystères historiques. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, pas de souci. Je m'appelle Brian Fauquemberg, alias Brillanum, et je passe notamment mon temps à faire quelques recherches au sujet des croyances de manière un peu globale, diverses. Alors, certes, ça touche beaucoup de questions au niveau du paranormal, mais ça peut toucher aussi des questions de religion, etc. Et par conséquent, un beau jour, par coïncidence, j'ai pu avoir l'occasion de m'installer à Vos et d'y vivre pour la plupart de l'année 2024. En parallèle de ça, on va dire un jeu de recherche aussi lancé qui a permis de restituer bon nombre de choses. Et du coup, avant d'être à Vos, est-ce que tu étais déjà intéressé par ce lieu? Est-ce que tu le connaissais déjà? Alors, je le connaissais déjà, mais j'étais pas spécialement intéressé par le lieu. La façon en fait dont je suis arrivé à m'intéresser un peu plus à Vos, c'était au départ par un autre sujet. Je voulais traiter principalement le sujet des esprits, comment on pouvait les identifier, entre guillemets. Je mets des guillemets autour de ça parce que ça reste toujours une croyance, mais dans le sens de comment retrouver un nom et un prénom du passé, de l'histoire, comment pouvoir chercher ça dans les archives, etc., etc. Et en fait, dans cette thématique-là, à un moment, j'étais tombé sur une vidéo de Vos, je pourrais plus dire laquelle, mais où notamment je voyais une personne chercher la fameuse Lucie de manière répétée. Et en fait, je me suis dit concrètement, mais c'est étonnant, c'est un château qui a 1200 ans d'histoire, comment ça se fait qu'il n'y ait que Lucie comme esprit si on considère que les esprits existent? Oui. Et par conséquent, c'est comme ça que ça s'est lancé par une première nuit là-bas. Donc du coup, tu y as fait une première nuit, puis après, tu n'as jamais, entre guillemets, quitté le château. Dans quelles conditions tu as choisi de venir à Vos et de t'y installer? Alors, ça a été dans un contexte un peu particulier, puisque, en fait, suite à la première nuit, Jérémy, du coup, a été un peu intrigué par ce que je faisais, par le travail, par ce que j'ai restitué, et m'a proposé, en fait, de réinviter sur plusieurs nuits différentes d'affilée, mais plutôt de manière amicale. Et un beau jour, en fait, il m'a montré un énorme tas de bois qui était du côté nord du château de Vos, qui est encore actuellement là-bas, de mémoire. Et en me disant, voilà, j'ai réussi à déplacer tout ça, à sortir tous les meubles des pièces, etc. en 4 jours tout seul. Et je lui avais fait la remarque en me disant, mais la prochaine fois, demande-moi de l'aide et autant que je vienne un week-end, on fait ça ensemble et on arrange les choses. Et un peu plus tard, je devais notamment partir au nord-est de la France, un moment où dans ma vie personnelle, il y a eu plusieurs changements de réaliser. Et au moment où je devais partir au nord-est de la France, finalement, rien n'a pu se faire. Je ne suis pas allé là-bas et à la place, j'ai reçu un mail de Jérémy me disant, voilà, j'ai bien réfléchi et effectivement, on aurait besoin d'un coup de main pour entretenir ce château, pour le faire vivre indirectement. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure? Et puis, ça a commencé comme ça. De fil en aiguille, quoi, on va dire, les liens se sont un peu noués, il avait besoin d'aide et tout ça, et puis toi, t'étais disponible à ce moment-là, quoi. Un petit concours de circonstances, on va dire. Un hasard bienvenu, entre guillemets. J'ai une croyance, effectivement, où je me dis qu'il y a quand même une notion de cheminement, une notion de lorsqu'on veut aller vers quelque part, certes, forcément, on y met des moyens pour pouvoir y aller, mais aussi le fait que le chemin se dessine de cette manière-là en face de nous. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a quand même un petit jeu par rapport à ça, même si c'est que ma croyance et potentiellement la notion de guide, tout ça, etc., quoi. Et donc, une fois que tu es à Vos, que tu t'y installes, comment tes recherches se sont lancées? Alors, pas du tout dès le début, puisqu'en fait, au départ, c'était simplement vraiment pour aider le château. Alors, indirectement, forcément, si, pour se faire aussi quand même une idée du château, puisque j'étais sur place.
Mais c'était vraiment dans le but de entretenir le terrain, c'était voilà, bouger les branches, renettoyer un peu le chemin, faire en sorte que les visites guidées puissent se relancer, etc. C'était principalement des tâches de ce style-là. Même les premiers mois à propos, ça a été des travaux un peu plus costauds. Il y a eu notamment, j'ai vu que notamment il y avait pas mal d'infiltrations au niveau du toit. Il y a pas mal de vidéos qui montrent notamment les bacs, etc. Dans les premiers mois, j'ai proposé directement à Jérémy d'aller rectifier justement les infiltrations majeures sur le toit pour faire en sorte qu'il y ait moins de sauts et que ça puisse être préservé. Et en fait, au fur et à mesure du temps, forcément, je parcourais le château, donc je connaissais de plus en plus de pièces, d'endroits du château de Vos. Forcément, on s'habitue aussi un peu aux phénomènes qu'il y a sur place, on commence à identifier ceux qui sont récurrents et se dire, ok, bon, bah ça, c'est bon, j'ai compris, il y a une souris qui existe là. Et en fait, à un moment, il y a eu plusieurs événements qui se sont produits. Il y a eu notamment la découverte des archives, les documents que j'ai retrouvés dans le mur. À un moment, on devait libérer l'ensemble d'une pièce qui a fait que, on va pas laisser ces documents-là tels quels dans le mur. Oui, ça, c'est ce qu'on a vu dans une de tes restitutions, hein, c'est ça? Oui, du coup, c'est ce que j'ai effectivement restitué dans la première vidéo, la première grosse vidéo. Il y a d'autres éléments aussi, comme les personnes venant sur place, forcément me posant des questions au sujet du château. Pour la visite guidée, ne pas juste présenter le château en lui-même. Ça m'a paru même un peu vide au départ parce que je ne connaissais pas grand-chose finalement de l'histoire du château. Je connaissais beaucoup par rapport à Lucie, par rapport aux phénomènes paranormaux. Mais l'histoire en elle-même du château, ces 1200 ans, qu'est-ce que c'était concrètement? À mes tout débuts, je ne le savais pas. Et c'est de cette manière-là que ça a commencé en fait à se construire. C'est-à-dire que j'ai commencé à chercher dans ce sens-là. J'ai commencé aussi à croiser des personnes qui, en visite guidée, se sont présentées avec leur domaine, leur spécialité en fonction. Et qui, en fonction, du coup, m'ont apporté des informations, un petit peu, entre guillemets, d'essence à toute cette partie recherche. Donc une fois sur place, ouais, comme on disait, tu as eu l'opportunité d'explorer le château plus en profondeur, de fouiller les archives, de mener des expérimentations. Mais nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de notre enquête, c'est l'histoire de la célèbre Dame Blanche de Vos. Est-ce que tu pourrais nous raconter qui elle était, si elle a été déjà, et comment est née justement la légende autour d'elle? Alors, je vais parcourir chronologiquement puisqu'elle n'a pas pu exister par rapport au passé. Cependant, la façon dont ça s'est amené est vraiment arrivé brique par brique. C'est-à-dire que déjà, pour le contexte, la première trace historique que j'ai réussi à retrouver par rapport à cette Lucie, notamment cette légende, elle date notamment des années 1970-80. À un moment du coup où Ephraim Tagouri de la Tour donc arrive, achète le château et devient propriétaire du château. Et en fait, en habitant le lieu, il se rend compte qu'il y a plusieurs phénomènes qui se passent autour de lui. Et il parcourait notamment pendant la nuit à chaque fois le chemin de ronde. C'est-à-dire pas que le couloir en question entre les deux tours. À l'époque, on pouvait faire tout le tour du château sans aucun souci, tout en restant en intérieur. Et en faisant plusieurs fois ce tour-là, il a remarqué plusieurs phénomènes qui se passaient, etc. Et il a commencé en fait à leur donner des petits noms et des petites histoires à chacune d'elles. Et notamment, donc, il y avait certes Lucie pour le chemin de ronde, mais il pouvait y avoir aussi d'autres histoires, notamment l'histoire des pendus pendant la Révolution française, qui est au bout du chemin de ronde qui est détruite aujourd'hui. Toutes ces petites histoires-là, en fait, sont arrivées de cette manière-là, dans cette période-là. Et en fait, c'est réellement en 1984, donc le moment où Jean-Yves Casga arrive pour venir faire son enquête, qu'il va vivre un phénomène lumineux de 18 minutes devant lui. Est-ce que j'ai vu un fantôme? Je ne sais pas. Je sais que j'ai vu une manifestation, et j'étais pas seul, et on l'a photographié, on l'a enregistré, une manifestation de type lumineux. Eh bien, il va vouloir s'accrocher tout de suite à une raison, en fait. Il va chercher à tout prix à avoir un élément qui va lui permettre d'expliquer ce phénomène lumineux. Et la seule chose qu'il aura réellement, c'est un propriétaire qui viendra lui dire « Ah pour moi, c'est Lucie. » Oui. Ah bon, c'est qui Lucie? Et c'est ainsi que la légende de Lucie se découle et qu'elle devient connue parce que le phénomène lumineux de 18 minutes en face. Et en fait, finalement, plus on creuse dans ces légendes-là et plus on peut se rendre compte que le contexte historique n'est pas le bon. Parce que finalement, une personne est morte plus tôt que ce qui est prévu dans la légende, ou bien il n'a pas pu y avoir cette personne-là présente sur le lieu à ce moment-là, à une année spécifique, etc. Donc globalement, je pense personnellement, et c'est mon opinion, qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui sont construits dans ces légendes-là, qui sont en lien avec ce que Ephraim Tagouri de la Tour se faisait comme image et idée. Pour redonner un peu de contexte, donc la légende de Lucie précise en fait que notamment il y a Guy de Daillon et Jacqueline de Lafayette qui sont ensemble. Et pour faire simple, pour raccourcir la légende, c'est Guy de Daillon part du château, les pouvoirs se retrouvent dans les mains de Jacqueline de Lafayette,
Et Jacqueline en profite pour se venger sur Lucie, parce qu'elle était fortement jalouse de Lucie par rapport à Guy de Daillon. Par rapport à cette légende-là, ça considère que à la fois Jacqueline de Lafayette et à la fois Guy de Daillon étaient présents ensemble dans le château de Vos, dans les alentours des années 1550. Sauf qu'il y a un premier problème, c'est qu'en réalité, Jacqueline de Lafayette, c'est par elle que le château a été récupéré, mais qu'en 1590, dans ces années-là. Il y a 50 ans de décalage du coup qui se fait par rapport à cette légende. Donc, premier problème. Et le deuxième problème, c'est que Guy de Daillon, effectivement, a été avec Jacqueline de Lafayette vers les années 1550, mais n'était pas au château de Vaux. Et ils étaient déjà séparés au moment où, en 1590, Jacqueline de Lafayette était dans le château. Donc il n'y a jamais eu Guy de Daillon, Jacqueline de Lafayette et Château de Vos en même temps réunis. C'est effectivement du coup un problème dans les détails de la légende et sur la façon d'expliquer cette Lucie et potentiellement le phénomène par le biais de cette légende. Oui, alors toujours concernant Lucie, on dit que Lucie apparaîtrait sous forme un petit peu lumineuse dans le fameux couloir du chemin de ronde. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré ce phénomène? Alors moi, j'ai déjà la réponse parce que j'ai vu effectivement tes documentaires. Mais ceux qui regardent ne les ont peut-être pas encore vus. Vu que ce phénomène lumineux ne peut pas être rattaché par rapport à une Lucie, puisque cette Lucie n'a pas pu exister dans ces conditions de la légende, personnellement, au bout d'un certain temps, j'ai arrêté d'appeler ce phénomène lumineux Lucie. Il y a effectivement un phénomène lumineux qui est présent dans ce chemin de ronde, que j'ai pu attester plusieurs fois. Cependant, je ne peux pas me permettre de l'appeler Lucie avec ce que j'ai trouvé, donc je vais plutôt le chemin lumineux du chemin de ronde pour la suite. Ce phénomène, effectivement, je l'ai vu plusieurs fois. Elles ont des critères vraiment spécifiques pour chacune de ces phénomènes, et il y en a certains qui se reproduisent plusieurs fois. Et par le biais de cette reproduction qui se fait, je me suis rendu compte que notamment l'une d'entre elles était en lien notamment avec un Vélux qui était positionné sur la toiture du chemin de ronde, notamment avec la notion de la pleine lune et la notion de minuit. Je pense qu'Ephraim Tagoulato ne disait pas au hasard le minuit et avec la notion du chemin de ronde et le fait que ce soit la pleine lune, tout simplement parce que ça faisait un éclairage par le biais de ce Vélux-là qui éclairait en dessous. Et en gros, c'est un couloir qui est vraiment obscur, donc ça donne un phénomène de lumière qui est au milieu qui est un peu particulier, surtout qu'il y a un arbre devant qui fait de l'ombre, qui fait que du coup cette lumière évolue au fur et à mesure du temps. Cette lumière-là, du coup, expliquée physiquement parlant, elle est effectivement, on va dire, un peu surprenante lorsqu'on la voit la première fois sans connaître tout le contexte, tout l'environnement et tout ça. Cependant, ça ne m'a pas permis d'expliquer tous les phénomènes lumineux que j'ai pu trouver là-bas. Tu avais aussi avancé une hypothèse ou une théorie, c'était avec des particules radioactives qui se désintégreraient et ça ferait une petite couleur bleutée. Effectivement, alors il y a eu beaucoup d'hypothèses et de choses diverses que j'ai pu creuser par rapport à ça. L'une des hypothèses, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'effet de Cherenkov. Alors, pour faire très simple, c'est simplement que la vitesse de la lumière, en gros, quand vous la lancez dans le vide, tout le monde dit que c'est 300 000 mètres secondes, que c'est la vitesse la plus rapide, etc. Dans la réalité, la lumière se fait un peu ralentir dans l'air ou dans l'eau. Par ce ralentissement, du coup, la lumière n'est pas forcément l'élément le plus rapide dans l'air ou dans l'eau, je précise bien. Ce qui fait qu'il peut y avoir certaines réactions radioactives qui, effectivement, peuvent émettre des particules qui vont légèrement plus vite que cette lumière dans l'air ou dans l'eau. Et par ce petit décollage qui se produit, c'est un peu comme vous avez le gros bang qui se fait par rapport à un avion supersonique. Lorsqu'il dépasse le mur du son, ça fait un gros bang et on l'entend plus. Et c'est un peu la même idée avec cet effet-là, mais par la lumière. Et le fait que cette particule dépasse, du coup, entre guillemets, la vitesse de la lumière, du coup, ça va émettre un côté un peu diffracté, donc un peu bleu, du coup. Et ça va émettre une lumière bleue, en fait, de cette manière-là. Alors voilà, ça reste une théorie parmi tant d'autres, on va dire. Malheureusement, il y en a énormément. Je peux en lister là quelques-unes, mais notamment en lien avec le radioactif, il y a notamment le radon que j'ai pas pu creuser. Ça pourrait mériter effectivement le coup, si quelqu'un a un appareil de mesure pour mesurer le taux de radon là-bas et voir s'il y a quelque chose pour être intéressant. Et puis après, effectivement, il y a encore plein de phénomènes, puisque il y a des meurtrières, il y a un Vélux, il peut y avoir des sources lumineuses qui peuvent venir de plusieurs endroits. Vos, globalement, reste plutôt obscur globalement, excepté s'il y a 2-3 voitures qui passent avec des phares, là on les remarque. Mais sinon, globalement, c'est plutôt un endroit qui est plutôt obscur, globalement. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre ou des points qui sont non résolus, qui te frustrent encore aujourd'hui dans ton travail sur Vos ?
Alors oui, déjà il y a déjà toutes les pistes qui ne sont pas résolues, qui ne sont pas arrivées jusqu'au bout, tel que ce qu'on vient de parler avec ce phénomène lumineux. Finalement, j'ai pas pu expliquer tous parmi tout cela en étant sur place. Après, sinon, effectivement, il y a d'autres choses qui me frustrent un peu plus globalement, c'est que j'avais une bonne piste notamment pour essayer de creuser l'amont 800, c'est-à-dire l'amont château. Je parle notamment d'une hypothèse en lien avec une potentielle hypogée, etc. Donc un lieu de culte, pour faire simple, mais de plus loin dans l'époque. Malheureusement, c'est que cette piste avait très bien commencé. J'avais eu notamment des contacts avec l'Institut national de recherche archéologique préventive. On pouvait lancer des fouilles, etc. Et malheureusement, entre guillemets, tout est tombé à l'eau au moment où je devais partir. Donc aujourd'hui, c'est tout dans les cartons. Ça fait partie des choses qui me frustrent parce que concrètement, oui, ça peut être une avancée majeure sur même les infos de l'histoire du château, sur l'avant 800, l'avant château, puisque avant le château, il y avait bien une vie religieuse très forte des années 600 à 800. La logique serait qu'il y ait un bâtiment ou quelque chose qui a été construit avant au même endroit. Beaucoup d'inachevé, un petit goût d'amertume, quoi, en gros, alors. Amertume, oui, par rapport à ces pistes-là qui n'ont pas pu progresser alors qu'elles ont tous les ingrédients et c'est même documenté. Après, je suis quand même assez content globalement des 2 restitutions que j'ai faites. Je me rends compte quand même que c'est une sacrée grosse progression, mine de rien. Je me rends compte aussi par tous les gens qui me contactent, qui me demandent des infos complémentaires, même des historiens qui viennent me voir. C'est vrai que de récent, d'un point de vue public, effectivement, j'ai pas trouvé grand-chose qui vraiment restitue des choses historiques ou tout ça. Par contre, en ayant creusé, je me suis rendu compte que finalement, il y a eu plusieurs vagues de recherches quand même qui se sont passées sur l'après-légende, sur l'après-phénomène de Jean-Yves Casga. Lorsqu'il y a eu le phénomène en 84 de Jean-Yves Casga, avec cette lumière, tout de suite derrière, il y a eu une période de 5-10 ans à peu près, où il y a eu bon nombre de personnes qui, au contraire, essayaient de regrouper les informations, ont essayé de prendre des trucs un peu à gauche à droite et et d'être le premier, entre guillemets, à publier son livre. Donc il y a un peu une question de chrono et puis d'argent un peu derrière pour certains. Ce qui fait que du coup, les informations sont un peu à trier dans certains de ces bouquins, CF, les 2 bouquins que je présente dans mes restitutions. Après, à partir de ce moment-là, ça a commencé à se calmer parce que d'un point de vue même journalistique, ça a commencé un peu à disparaître, même au niveau des reportages. Donc on va dire qu'il y a eu un petit moment de plat qui a suivi derrière. Et notamment, il y a eu aussi le décès d'Ephraim Tagoret-Latour, le rachat par Anne Mincer qui ne s'intéressait pas au tout départ avec ça, même si elle le prenait en compte. Et c'est plutôt dans un second temps où lorsqu'il y a eu réellement des gens qui sont venus pour venir aider, etc., qui, eux, par contre, ont individuellement fait un peu des recherches, mais dans leur coin, sans diffuser spécialement public, sans tout ça. Et encore aujourd'hui, et je lance en même temps un petit drapeau blanc en même temps, sait-on jamais, si des personnes entendent cette interview et notamment a fait des recherches sur ce château de Vos, a été là entre 2004 et 2020, enfin jusqu'à aujourd'hui, et a fait un peu de recherche parce que ils étaient dans le fonds de dotation à aider, ou ils étaient réellement en train d'aider pour le château. Merci de me contacter et je dis pas non pour regrouper encore des informations encore aujourd'hui. Voilà, donc petite bouteille à la mer, n'hésitez pas à contacter Brian. Si vous avez toutes ces informations-là, ça l'aiderait grandement dans ses recherches. Et donc pour en revenir à toi plus personnellement, avant d'habiter à Vos, est-ce que tu avais déjà eu des expériences paranormales ou c'est quelque chose que tu n'avais pas trop envisagé? Alors il y a des choses qui sont liées avec moi personnellement, mais je ne l'associais pas encore au paranormal sur mes tout débuts. C'est réellement, on va dire, qu'à mes 17-18 ans, donc c'était une période où j'étais sur le début notamment d'une période pompier. Et en ayant vu certaines interventions, et puis certaines choses se passer dans ces interventions-là, je garderai secret malheureusement pour secret professionnel, mais où j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui est intriguant, il y a quelque chose qui me titille, et ça me paraît un peu particulier. Donc après, derrière, j'ai commencé à m'intéresser, entre guillemets, à ça, à regarder, on va dire un peu plus passivement, mais dans l'idée de regarder les vidéos sur des paranormales, dans le sens de regarder un peu la culture paranormale. À la suite de ça, à la suite de cette période pompier, il y a eu d'autres coïncidences qui se sont produites sur mon chemin. Alors, il y a eu Vos qui, lui, est très bien documenté, mais en réalité, j'en ai eu plein d'autres qui sont un peu plus personnels ou en lien avec des personnes en privé. Et c'est ce qui a fait que j'ai vraiment commencé à faire de la recherche sur la notion de croyance, tout ça, puisque j'ai compris que ça allait m'arriver d'autres éléments encore m'arriver dans le futur. Mais du coup, après plusieurs mois passé à Vos, tu as finalement quitté les lieux. Et avec les reculs, est-ce que tu dirais que tu as vécu des événements étranges durant ton séjour? Alors, oui, clairement à ce sujet-là, oui. Après,
comment dire, je dirais que il y a quand même pas mal d'événements où finalement, en se posant, en écoutant, parce que l'avantage c'est que j'ai pu être presque 1 an sur place, donc comme je disais, en fait, tous les bruits réguliers, je commençais à pouvoir les identifier. Et vu que j'étais sur place et que j'avais tout le temps qu'il me fallait, eh ben, j'ai pu creuser certaines choses. Ça me fait penser à une personne qui avait remarqué un son un son médiéval en fait dans la cour intérieure, donc sur le côté extérieur du château. Et en fait, j'ai pu me rendre compte que avec le temps, que c'était le vent qui venait souffler dans le drapeau qui est tout en haut de la tour de guet, qui vient faire un bruit en bougeant entre le tube et le mur, et qui te permet du coup d'avoir ce chant-là qui se produit et qui arrive dans la cour intérieure. Mais ça, c'est à force d'être sur place, au bout de 3-4 mois, que j'ai réussi à comprendre ça, et en étant, entre guillemets, observateur plusieurs fois de ce phénomène-là. Donc il y a pas mal de choses que j'ai pu raisonner comme ça, mais globalement, je dirais quand même qu'il y a quand même des événements, on va dire, qui m'ont resté comme ça, scotché, où je sais pas trop quoi faire avec, et où je savais pas trop raisonner là-dessus. Je dirais, ouais, peut-être une fois tous les 4 jours à peu près. Quand même, oui. Pour donner un ordre de grandeur. Et oui, c'est des choses comme, par exemple, les phénomènes de chiens. Je mets un peu de documentation et d'histoire, notamment sur les phénomènes de chiens, sur l'histoire de la tomette, l'empreinte de pas contre boussole, tout ça. Tout ça, niveau historiquement, j'ai pu le restituer. On pense notamment au bruit de chiens qui marchaient à côté de ma chambre dans le couloir que je pouvais entendre, ou les phénomènes que Jérémy peut voir même, ou avoir au niveau du ressenti du corps par rapport à ces chiens. Ça, par exemple, ça fait partie de ces phénomènes où j'ai pas grand-chose en main, donc il y a une limite qui est aussi posée indirectement par la notion de perception aussi, en fait. Déjà, s'il n'y a pas d'observateur par rapport au phénomène, le phénomène ne sera jamais perçu, donc il ne sera jamais remarqué par l'homme, premièrement. Et deuxièmement, même si une personne le perçoit, ça va pas suffire, parce que des témoignages sur Internet, de témoignages paranormaux en disant « Oh, j'ai vu ce truc-là qui a été extraordinaire pour moi », avec ces personnes-là, c'est intéressant de parler psychologie ou etc., mais on peut pas parler de démontrer avec eux. Malheureusement, c'est le genre de contexte ou de situation où se poser la question est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que la personne me raconte en face n'est finalement pas très intéressant. Ça demande du coup à avoir forcément des phénomènes qui ont des caractéristiques bien spécifiques, telles que la répétition. J'en parle assez souvent, mais c'est ce qui permet en fait de démontrer quelque chose si le phénomène se répète de lui-même. Et après, tout ce qui peut être en lien ou touchant de loin, donc comme les phénomènes de chiens par exemple, on peut essayer de se graber à certaines informations, certaines choses qu'on peut aller récupérer. Mais globalement, même si on a des informations, c'est pas pourtant qu'on arrive à faire A plus B égale C, quoi. Et donc après tout ce temps passé à enquêter à Vos, quel est ton regard aujourd'hui sur ce lieu? Selon toi, est-ce que sa réputation paranormale, est-ce qu'elle est fondée, ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un mythe entretenu par le temps et les récits? Alors, en fait, les deux. Ça peut être un peu particulier comme réponse. Les deux, parce que on va dire que si on pense à Vos, les gens vont se raccrocher à Lucie. Les gens vont se raccrocher à « Oh, il y a eu tel gros phénomène par rapport à tel vidéaste qui y est allé ». Personnellement, du coup, en étant sur place et en ayant voulu creuser des personnes, etc., oui, j'ai eu des phénomènes qui se sont passés. Les noms que j'ai eus, c'est plutôt Zélie Michel, par exemple. Je parle beaucoup. C'est un phénomène, les phénomènes de chiens, par exemple. On n'en parle pas beaucoup, mais étonnamment, au second étage de l'aile sud, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec les phénomènes de chiens. En fait, il y a plein de petites choses comme ça qui, effectivement, sont en lien avec le château, qui, pour moi, on va dire qu'effectivement, pourraient justifier le côté paranormal, même si j'aime pas trop le terme. Ça peut être comme ça, on peut le dire comme ça. Mais le côté paranormal de ce château n'est pas en lien avec Lucie, n'est pas en lien avec les choses qu'on pourrait connaître de ce château. Donc pour moi, les deux, du coup. Je pensais savoir où tu allais, et effectivement, c'est pour toi, il y a bien quelque chose, mais c'est pas en rapport avec la légende de Lucie, qui est pour le coup plutôt une légende qu'une réalité. C'est ça. Après, d'où vient la source de ces phénomènes-là, à creuser encore, je pense que l'avant 800 peut donner beaucoup d'informations. Le côté culture, le côté religion qu'il peut y avoir. Le côté énergétique, c'est vrai que par rapport au réseau Hertmann, il y a quelque chose de très intéressant. Même la position des églises, on a quand même une église romane à côté. Enfin, il y a beaucoup d'hypothèses intéressantes en fonction de quelle est la croyance des personnes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est un terrier de lapin de toute façon. Quand on est arrivé à Vos, c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Tu tombes sur le château, il se passe quelque chose. Tu restes pas neutre. Alors j'ai pas souvent de ressenti, mais si tu vois, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, l'impression d'être ailleurs, de
d'être dans un autre monde. Les retours que j'ai, en tout cas, du coup, parce que je m'amusais à poser la question auprès des visiteurs, du coup, avec qui je faisais toute la présentation, tout ça. La plupart des visiteurs m'ont quand même fait remonter le fait qu'ils ne voyaient pas Vos comme ils pouvaient le voir dans des images ou dans des vidéos. Et en fait, lorsqu'ils arrivaient sur place et qu'ils passaient notamment le porche de l'entrée de la cour intérieure, ils se rendaient compte, et l'impression que ça leur faisait, la plupart, c'était réellement que le château faisait taille x2 ou x3 même, au niveau de la hauteur, au niveau de la place, etc. Et qu'en fait, en vidéo et en image, on se rend pas du tout compte de ça, et il y a quelque chose qui, en fait, se dégage de ça. Après, le reste, on va dire, est un peu plus fin, c'est plus, on va dire, pointilleux en fonction des personnes et on va dire de leur nature et de ce qu'elles peuvent croire ou pas croire. Mais par contre, c'est effectivement quelque chose de global que j'ai pu constater des visiteurs, disant, en fait, on a l'impression d'un truc minime quand c'est en vidéo. C'est déjà gros en vidéo, mais en réalité, quand on vient sur place, effectivement, le côté x2, x3, mais en réalité, il y a un espace jardin qui est énorme autour de ça. Il y a plusieurs bâtiments qui sont présents aussi autour du château, en réalité. Donc la maison du gardien, par exemple, tout ça. Notamment le troubadour, le fait Arc de Triomphe que tu me parles, il a été volontairement fait par Charles-Eugène de Cadier au moment où il a construit ce troubadour. Déjà, c'est pas un bâtiment ancien, c'est un bâtiment qui date des alentours 1860. Et il l'a volontairement fait comme ça, justement, pour donner un petit côté grandeur, puisqu'il était aristocrate, en gros, et travaillant pour la loi française. Le fait d'impressionner les gens qui arrivaient sur place au niveau de l'entrée, c'était volontaire de sa part. Après, par rapport au jardin en lui-même, oui, faut s'imaginer qu'avant, surtout que 100 ans avant, même 150 ans avant le moment où vous êtes arrivé pour visiter le château et visiter le jardin, tout ça, faut s'imaginer que tout ça c'était aménagé avec des dépendances, tout ça. Et encore aujourd'hui, il y a encore plein de bâtiments qui sont en ruine, qui sont présents au sud du château, quoi, dans la forêt, et qui restent encore à découvrir. C'est ça qui peut être intéressant aussi pour de futures recherches, c'est un petit peu d'étudier le terrain, de voir un petit peu ce qui se cache sous la végétation, peut-être aussi un petit peu sous terre, peut-être qu'il y a encore des trucs qui n'ont pas été découverts. Je crois dans tes restitutions tu parles de souterrains possibles, alors ça on va garder de côté pour les gens curieux, ils iront voir justement les restitutions que tu as fait. Mais c'est vrai que je pense que Vos ça a quand même pas fini de dévoiler tous ses secrets, quoi. Ah non, loin de là. Pour moi, en fait, pour être honnête, j'ai même l'impression d'avoir juste fait une mise au point. Et qu'en faisant ma mise au point, ce qui, entre guillemets, était à ne plus prendre en compte, tel que Lucie ou etc., voilà, ça a permis de, on va dire, trier ça. Mais on se retrouve encore aujourd'hui avec un lieu, 1200 ans d'histoire. J'ai réussi à retrouver quelques propriétaires, mais c'est pas ça. Le déroulement de l'histoire, le déroulement de la religion sur place, c'est pas ça encore non plus. Et encore même physiquement parlant, donc oui, encore physiquement parlant, comment ça se fait que je découvre encore des documents dans les murs, pensant qu'au départ, les historiens avaient fait X fois le tour de la question. Oui. Pareil pour le souterrain, pareil pour les dépendances et toute la partie aménagée au sud du château. C'est que oui, effectivement, pour moi, il y a encore plein de choses à découvrir. Et donc, s'il y avait une chose que tu aimerais prouver ou découvrir à propos du château de Vos, ce serait quoi ? Alors, bonne question. Je dirais quand même, je pense que c'est l'avant 800. La période réellement où, avant que le château soit construit, ça donne réellement qu'un promontoire rocheux du coup qui surplombe le reste. Et on se servait souvent de ce genre d'endroit quand même pour des endroits religieux, etc. Donc, d'un point de vue histoire et construction des bâtiments, dans la vie de l'époque, pour être précis. Si je pouvais seulement arriver à l'élément de pouvoir dire oui, effectivement, c'était une hypogée à l'époque, ou bien peut-être pas une hypogée, mais c'était bien effectivement un endroit de culte, c'était bien un endroit religieux avant que ça soit un château. Je pense que ça serait l'élément le plus important et le plus intéressant là-dessus, parce que ça aurait même ça pourrait avoir même un poids en fait sur le côté paranormal et énergétique du lieu en ce moment même. Et je pense que ça serait l'élément vraiment concret que j'aimerais avoir. En général, on trouve des châteaux un peu plus récents qui sont fondés sur des bases de châteaux médiévaux qui ont soit été détruits, soit remis au goût du jour. Alors c'est vrai qu'empiler un hypogée, un château médiéval, un château un peu plus récent et tout ça, c'est vrai que ça pourrait quand même ajouter une autre dimension, agrandir l'histoire considérablement, on va dire. Oui, et puis ça pourrait même clarifier certains points. Par exemple, chose qu'on dit très fréquemment par rapport au château, on parle souvent de 800, Charlemagne a demandé à faire construire ce château-là pour son fils Louis le Débonnaire. Cette phrase-là, vous allez la retrouver partout.
Et encore aujourd'hui, je suis avec la question, mais pourquoi un roi va décider de construire un château complet, immense, médiéval à cet endroit-là, alors qu'il est loin des voies romaines de l'époque, et que en fait, il est dans un coin où, oui, effectivement, c'est le sud du Bourbonnais, effectivement, c'est une zone qui potentiellement serait à défendre, mais pourquoi choisir Vos comme étant l'endroit principal de défense, alors qu'il y avait plein d'autres châteaux à côté qui étaient mieux aménagés, qui pouvaient déjà accueillir du monde, et enfin, pourquoi s'embêter à construire celui-là? Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, encore aujourd'hui, voilà, ça fait partie des choses qui seraient creusées. Donc est-ce que tu as l'intention de poursuivre un petit peu tes recherches sur Vos à distance, ou est-ce que tu comptes te tourner vers d'autres lieux historiques et mystérieux? Alors à ce sujet-là, je vais le découper en deux. Je vais commencer d'abord par Vos lui-même. Vos, on va dire que j'ai encore mon dossier d'archives sur l'ordinateur que je n'arriverai jamais à déplacer dans le disque dur archive, parce que j'ai encore plusieurs personnes qui me demandent, du coup, qui demandent des informations complémentaires par rapport à tout ce que j'ai pu trouver sur place, ce que j'ai pu rechercher. Qui plus est, par rapport à ça, il y a aussi d'autres personnes qui, eux, creusent de leur côté et qui parfois me restituent aussi quelques informations, quelques broutilles ou simplement me donnent des nouvelles. Donc c'est un dossier, à mon avis, qui se fermera jamais et qui indirectement sera un peu toujours en lien avec moi, à mon avis, pour les prochaines années. Cependant, à ce jour, je suis plus en train de me tourner vers d'autres lieux. Notamment, j'ai fait récemment le sarcophage d'Arles-sur-Tech. Il y a d'autres lieux comme ça que je vais essayer de creuser d'un point de vue recherche. Peut-être que les choses bougeront un peu plus lorsque le château aura trouvé un autre propriétaire. Peut-être qu'ils auront plus les moyens d'engager certains travaux, certaines recherches. Alors, par rapport à ça peut jouer. Alors forcément, oui, le propriétaire peut jouer, puisque c'est lui qui donne les autorisations, c'est lui qui fait tout ça, si on est d'accord. Dans la réalité, vu qu'il y a quand même déjà beaucoup de choses qui sont dans les cartons et entre guillemets près de mon côté, je parlais notamment pour la partie souterraine, voilà, j'avais l'Institut national de recherche archéologique préventive. Potentiellement, j'étais en contact avec eux pour être prêt à ouvrir une sorte de zone de fouille sur place pour essayer de trouver les autres souterrains, trouver les autres choses. Et en fonction de tout ça, ça me permettait, on va dire, d'avancer sur l'hypothèse de l'hypogée. Il y a des choses qui en fait sont déjà prêtes entre guillemets dans les cartons, entre guillemets prêtes à partir. Le changement de propriétaire, j'espère vraiment même pour eux-mêmes, puisque Adminster, ça a déjà quelques années, mine de rien. Elle a vraiment été active vraiment sur les années en plus 2004, 2006, etc. Donc il y a une période vraiment où c'était aménagé en hôtel, en restaurant, et c'était vraiment aménagé. Je pense qu'effectivement le changement de propriétaire avec peut-être juste un nouveau vent entre guillemets pourrait aider à tout ça. Ouais, c'est vrai qu'on les a sentis, enfin nous on a vu que Jérémy, mais on l'a senti assez épuisé du travail qu'il y a à faire là-bas, de Vos en général, quoi. Faut pas se leurrer, ça reste un château quand même qui, en plus on est sur 9 ou 12 hectares de terrain de mémoire, il y a quand même beaucoup de choses à entretenir, pas que le château lui-même. En plus d'un point de vue administratif, ça reste un monument classé, monument historique, donc on fait pas n'importe quoi avec ça. Donc concrètement, ils sont limités administrativement parlant. Il faut pas oublier non plus qu'ils parlent anglais dans un pays en France avec une culture française et une administration un peu particulière, ouais. Donc, qui n'est pas du tout l'anglaise. Donc voilà, il y a déjà tout ça qui n'aide pas. Il y a une certaine gestion financière à avoir aussi. Et voilà, c'est un ensemble. Effectivement, ils ont eu, on va dire, plusieurs coups de main, etc. dans le passé par rapport à des fondations, des associations, etc. Aujourd'hui, personnellement, de mon point de vue, ils en sont un peu fatigués, on va dire, à force de voir du monde passer aussi, etc. Et c'est complètement compréhensible. Donc pour celles et ceux qui souhaiteraient voir ton travail dans sa globalité, je sais que tu as une chaîne YouTube. Est-ce que tu peux la présenter un petit peu et puis nous dire en gros ce qu'elle contient ? Oui, alors c'est une chaîne principalement où je fais l'ensemble de mes restitutions. Alors c'est mon terme principal, mais en réalité, mon but c'est de faire réellement des vidéos où l'ensemble de la documentation qui peut tourner autour d'un sujet important est regroupée tous ensemble. Et le but c'est qu'on puisse simplement s'asseoir dans le canapé, on regarde la vidéo et hop, on a toutes les infos qui se déroulent. Et donc je traite comme ça plusieurs thématiques au niveau des recherches. Donc il y a notamment toute une ribambelle d'outils où j'ai déjà commencé à creuser, ouvrir en détail toutes les petites choses à faire attention, à faire gaffe. Il y a d'autres thématiques un peu plus importantes, clés, qui sont en lien avec le paranormal que je traite, par exemple la question de la possession. J'ai déjà fait des recherches sur Annelise Michel pour donner quelques exemples, et notamment pour Vos, du coup, ça a été une année complète, donc ça c'est en plusieurs vidéos. Il y a 2 grosses vidéos en gros qui sont mes restitutions principales, et vous allez pouvoir en trouver à côté qui sont des plus petites, qui sont en lien avec des points très spécifiques en lien avec Vos. Alors j'ai pas encore vu Annelise Michel, donc il va falloir que je m'y attelle, parce que ça m'intéresse aussi. Et du coup, est-ce qu'on peut te retrouver peut-être sur d'autres plateformes ou d'autres réseaux sociaux ou...
Alors globalement, je suis principalement sur YouTube avec mon adresse mail, donc brenagom@gmail.com pour tout ce qui est réellement cette partie recherche, cette partie croyance, tout ça, contact. Après, en fonction du premier contact et du mail, bien entendu, je peux aussi après vous rediriger en fonction sur Discord, en fonction sur d'autres endroits de ce genre-là. Mais d'un point de vue réseau social et d'un point de vue de cette activité-là, je le dédie spécifiquement pour YouTube et en un seul endroit. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Pour ceux qui regarderaient cette vidéo, quelques informations de plus qu'on aurait oubliées? Simplement déjà dire que si jamais il y a des personnes qui ont travaillé pour le château de Vos entre 2002 et aujourd'hui, on va dire 2025, et qui ont pu avoir quelques éléments complémentaires par rapport à l'histoire comme ça de manière individuelle, n'hésitez pas à me faire coucou, à m'envoyer un mail, ça sera très intéressant et ça aidera notamment ceux qui continuent encore à rechercher aujourd'hui, même si c'est pas forcément trop mon cas aujourd'hui. Et après, sinon, une phrase que je dis assez souvent pour ceux qui connaissent ma chaîne, faites attention à vous et gardez l'œil ouvert. C'est une bonne conclusion à notre entrevue. Brian, c'était un plaisir de t'avoir en interview sur notre chaîne YouTube. Plein de choses intéressantes. J'espère que les téléspectateurs aussi auront appris plein de choses intéressantes. J'en doute pas parce que c'est des infos qui sont un petit peu, pas cachées, mais c'est un petit peu insolites, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur le château de Vos. Donc voilà, c'était encore un plaisir de t'avoir, et puis je ne peux que encourager ceux qui regardent à aller voir ta chaîne YouTube, ton travail, parce que c'est vraiment très intéressant. Voilà.